Bonjour, aujourd'hui pour la troisième des 5 émissions de 2000 ans d'histoire consacrée à la défaite de 1940, nous vous proposons une nouvelle diffusion d'une émission du 11 mai 2009, la bataille de France. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Charles de Gaulle, 14 juillet 1940. « 2000 ans d'histoire. Le 10 mai 1940, après avoir envahi la Pologne, le Danemark et la Norvège, Hitler avait concentré l'essentiel de ses forces sur le front de l'Ouest, derrière la ligne Siegfried et les frontières des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. En face des 135 divisions allemandes, la France avait rassemblé la plus grande armée de son histoire, 5 millions d'hommes, 2400 chars et plus de 2000 avions qui, sous les ordres du général Gamelin, attendaient depuis 9 mois l'offensive allemande. C'était la drôle de guerre. Mais du côté français, on était tellement persuadé de la victoire et de l'invulnérabilité de la ligne Maginot que c'est presque avec soulagement que le 10 mai 1940, on apprenait que les forces armées allemandes étaient entrées en Belgique et aux Pays-Bas. Personne n'imaginait qu'en 47 jours à peine, elles allaient infliger à la France le plus grand désastre militaire de son histoire. Une bataille gigantesque vient de commencer. L'Allemagne a jeté avec sa coutumière brutalité la plus grande partie de ses forces. La France calme, forte, unie, a entendu l'ordre du jour du général Gamelin qui s'adresse à elle autant qu'à ses armées. L'attaque que nous avons prévue depuis octobre dernier s'est déclenchée ce matin. L'Allemagne engage contre nous une lutte à mort. Les mots d'ordre sont pour la France et pour ses alliés: courage, énergie, confiance. Jean-Pierre Richardot, bonjour. Bonjour. Alors cette archive de 1940 et cette chanson célèbre de l'époque font évidemment sourire quand on sait aujourd'hui ce qui a suivi un des plus grands désastres de l'armée française qui en 47 jours à peine a perdu 100 000 hommes. 100 000 morts oubliés, c'est le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions du Cherche-Midi, l'histoire de ce qu'on a appelé la débâcle, comme si l'armée française, au fond, s'était enfuie sans se battre devant l'armée allemande, ce qui n'est pas du tout le cas, Jean-Pierre Richardot. Oui, l'armée française a été très surprise, alors qu'elle n'aurait pas dû l'être, parce que les services de renseignement avaient indiqué exactement où les Allemands passeraient. L'armée française, l'état-major français, aurait pu tracer un itinéraire entre Sedan et la baie de Somme, car le service Allemagne des renseignements français avait à l'avance dit par où passeraient les Allemands. Oui, mais on y reviendra. Ce que je voulais qu'on rappelle, c'est que contrairement à une légende, on dit souvent l'armée française ne s'est pas battue, ça a été une débandade. Pas du tout. 100 000 morts en 47 jours, ça fait, vous le rappelez dans ce livre, 2000 morts par jour. Et qui plus est, des soldats qui, en se battant, ont infligé eux-mêmes des pertes considérables à l'armée allemande. C'est-à-dire 100 000 Allemands mis hors de combat, je dis bien 100 000, dont presque une moitié de tués et de disparus, 40 000. Nos soldats, nos grands-pères, se sont admirablement battus, comme leurs ancêtres à Verdun, comme les Américains à Omaha Beach. Et avec des moyens à peu près équivalents à ceux de l'adversaire allemand. Là aussi, on dit qu'il y avait une disproportion dans les forces. Vous le rappelez, les forces françaises, anglaises, belges et néerlandaises avaient pratiquement autant d'hommes à opposer aux Allemands. Il y avait autant de chars à peu près de part et d'autre, 2400, entre 2400 et 2600 de chaque côté. Il y avait moins d'avions, la différence s'est faite avec l'aviation. Mais ce qui a fait surtout la différence, vous le rappelez, Jean-Pierre Richardot, ce sont les stratégies et l'emploi de ces forces. Oui, les Français avaient d'excellents chars, des chars meilleurs que les Allemands, avec du chrome dans l'acier, des chars plus épais, des chars plus performants. Simplement, ces chars n'étaient pas tout à fait terminés. Le canon était difficilement maniable. Et il y a un paradoxe dans cette excellence de la France en 1940
et la difficulté que les services français militaires et civils ont à travailler ensemble. On dit aussi souvent que d'un côté, il y avait du côté français une stratégie défensive incarnée par la ligne Maginot. Or, il se trouve que les Allemands sont passés au nord, tandis que du côté allemand, il y avait beaucoup plus d'initiatives. Il y avait aussi, vous le dites, manifestement de l'incompétence de l'état-major français, en tout cas de ses chefs, notamment le général Gamelin. Notamment le général Gamelin. L'état-major français est parfaitement qualifié jusqu'en 1934-1935. Et si l'Allemagne avait attaqué à cette époque, elle aurait perdu la partie. Il y a une révolution technologique militaire entre 1935 et 1938 qui n'est pas perçue, sauf par un militaire de génie, Charles de Gaulle, sauf par un homme politique de génie, Paul Reynaud. Et la société française, de même qu'elle n'a pas pu entendre ce que les espions français lui ont dit, à savoir que l'itinéraire Sedan, baie de Somme, la société française, dans les années 30, ne peut pas entendre le message de Gaulle parce qu'elle est vieillie. Alors ce qui se passe, c'est que le 10 mai 1940, les forces allemandes franchissent la frontière des Pays-Bas, de la Belgique, et puis 3 jours plus tard, précisément, vous le disiez, obliquent vers le sud, en tout cas une partie d'entre elles, lancent une grande offensive décisive à la charnière des forces qui se trouvent en Belgique et de celles qui se trouvent sur la ligne Maginot. C'était entre Dinant et Sedan, le 13 mai 1940. Pour contre-attaquer, l'ennemi a concentré ses blindés près de Dinant. Nos divisions blindées sont intervenues avant le déploiement des forces ennemies. Derrière Dinant, nos blindés se sont heurtés aux tanks français. La France croyait ses blindés invulnérables. C'était méconnaître la force percutante des armes allemandes. Et c'est le chant du Panzergruppe Kleist, ce groupe de panzer, de chars, qui le 13 mai 1940 lançait une offensive décisive entre Dinant et Sedan, car en cas de succès, vous le rappelez, les forces françaises étaient coupées en deux, et c'est ce qui s'est produit. Et une attaque alors qui a surpris l'état-major français, alors vous le dites, depuis le mois de mars déjà, une commission d'enquête dirigée par le député Pierre Tétinger avait mis en garde contre une attaque sur ce point faible qu'était Sedan dans la défense française, Jean-Pierre Richardot. Et on ne l'a pas écouté. Le 10 mai 1940, le général Huntiger, commandant la 2e armée, alors que tous les services de renseignement lui ont dit que l'ennemi allait attaquer cette nuit-là, le général Huntiger est au théâtre et il regarde avec tout son état-major une pièce de Molière, Le mariage forcé. C'est assez étonnant la responsabilité de cet homme qui d'ailleurs sera un des signataires de l'armistice quelques jours plus tard. Alors ce qu'on oublie, c'est que cette percée de Sedan n'a pas été aussi facile pour les Allemands qu'on le croit. Vous citez une bataille qui était, selon un Allemand qui en était témoin, aussi dangereuse, aussi grave, aussi dure pour lui, disait-il, que Stalingrad ou que Monte Cassino. C'était la bataille de Stonne, qui est un petit village, une petite ville française au sud de Sedan. La bataille de Stonne est l'une des batailles les plus importantes de la Deuxième Guerre mondiale. Stonne est un village perché, un très, très joli village, perché sur une colline. Les Allemands l'ont pris 15 fois et les Français l'ont reprise, cette localité, 16 fois. Les Allemands ont été mis en déroute à Stonne à maintes reprises. Leurs chars ont été détruits par l'artillerie des Biffins, et les Allemands étaient en grande difficulté à Stonne. Ils sont finalement passés quelques jours, c'était le 15 mai pour ce qui concerne Stonne, ils sont finalement passés quelques jours plus tard, autre offensive un peu plus connue, mais qui n'a pas eu de suite, c'est celle du colonel, il n'est pas encore général, du colonel de Gaulle à Montcornet. Il tente de couper ces forces allemandes qui se ruent vers la Manche, de les couper à Montcornet. Stonne bloque l'armée allemande vers le sud, si elle doit aller vers le sud, et Guderian et tout son état-major, l'état-major de Hitler, décident d'aller vers la mer, donc vers l'ouest. De Gaulle reçoit à la dernière minute du général Georges la 4e DCR, la 4e division cuirassée de réserve. Cette 4e DCR a une caractéristique, elle n'existe pas.
Elle n'existe que sur le papier. Comme d'ailleurs... C'était le cas de beaucoup de divisions blindées françaises. Les six grandes divisions françaises n'existent que sur le papier. Et ce qui est intéressant, c'est que l'état-major ne le sait pas. Le général Georges, qui est le commandant effectif à la Ferté-sous-Jouarre, et qui, le 13 au soir, a une crise nerveuse, ne sait pas où se trouvent les forces armées de la France. Alors cette bataille de Montcornet, donc sans suite, que de Gaulle mène avec très peu de chars, des succès français, Stonne, Montcornet, qui n'empêchent pas donc les chars du général allemand Guderian d'atteindre la Manche le 20 mai, tandis qu'en pleine bataille, le chef du gouvernement français, Paul Reynaud, remaniait son gouvernement en y faisant entrer le maréchal Pétain et son état-major, où le général Weygand remplaçait le général Gamelin, l'occasion pour Paul Reynaud de lancer à la radio quelques mots historiques qui font aujourd'hui sourire. C'était le 18 mai 1940. La situation est grave, elle n'est nullement désespérée. Voici les décisions que je viens de prendre. Le vainqueur de Verdun, le maréchal Pétain, est revenu ce matin de Madrid. Il est désormais à mes côtés comme ministre d'État, vice-président du Conseil, mettant toute sa sagesse et toute sa force au service du pays. M. Paul Reynaud se chargeant des responsabilités les plus lourdes et la direction de la défense nationale. À son appel, le maréchal Pétain a bien voulu accepter la charge de ministre d'État et de vice-président du Conseil. Le général Weygand, que nous voyons au moment de son départ de Syrie, est appelé à prendre le commandement suprême des armées alliées. Sa magnifique carrière ne peut que donner une confiance accrue dans les destinées du pays. La France, donc, elle peut compter sur l'héroïsme de ses soldats, sur la valeur de leur chef, sur la supériorité de son matériel. Ils font partie. Ils ne la gagneront pas, c'était une chanson de Georges Thill en décembre 1939, mais je suppose qu'on y croyait encore en la victoire, Jean-Pierre Richardot, en mai 1940, malgré la percée de Verdun. On l'a entendu dans les propos de Paul Reynaud. On s'attend toujours, on se dit après tout, en 14, ça avait commencé à mal tourner, puis il y a eu la victoire de la Marne. On espère au fond une nouvelle victoire de la Marne en 1940. Alors, sans arrêt, les Français et les Allemands, notamment Adolf Hitler, vont vivre dans l'espoir ou dans la crainte, du côté allemand, de la Marne. On ne parlera que de la Marne. Et c'est capital dans la bataille. Les Français, le chant que nous venons d'entendre le prouve, ont une suffisance, une arrogance, un conservatisme intellectuel affreux. Et alors, toute la contradiction française est dans la parole de Reynaud. Paul Reynaud est l'homme distingué et visionnaire qui a découvert, le chef du gouvernement français, le dernier chef du gouvernement de la France indépendante. Le président Paul Reynaud a parfaitement compris ce que Charles de Gaulle, le jeune colonel, apportait. Il a eu l'intelligence de soutenir de Gaulle, il a été désavoué par le Parlement. Et là, ce que nous entendons de Paul Reynaud, je fais venir Pétain, etc., c'est le début de la dislocation de la République. En fait, Paul Reynaud joue double jeu. Il joue double jeu. Parce qu'effectivement, il fait appel, on l'a entendu, à la gloire de l'armée française en 14-18, le maréchal Pétain, qui, entre parenthèses, a 85 ans à l'époque, mais il espère ainsi redonner le moral aux armées après la percée de Sedan. Et puis on fait appel à un général, le général Weygand, alors qui, lui, est ouvertement royaliste et qui n'aime pas du tout le régime sous l'autorité de laquelle il se trouve. Weygand et Pétain, vous parlez du parti défaitiste. On peut le dire dès le mois de mai 1940, Jean-Pierre Richardot ? Je pense que dès 1939, les Munichois, les gens partisans d'un compromis avec Adolf Hitler et le Troisième Reich sont très, très présents au Parlement et dans le gouvernement de la République. Ils entourent Paul Reynaud. Et alors Paul Reynaud joue double jeu. Il fait venir le maréchal Pétain, qui, je le rappelle, est le Français le plus connu, le plus apprécié et considéré comme le plus glorieux dans le pays. Il a la position morale qu'aura Charles de Gaulle par la suite. Et il fait appel à Weygand. Alors, tout ça se fait au moment précis où, après la percée de Sedan, les Allemands se précipitent vers la Manche. Les armées alliées, enfin l'armée française est coupée en deux, au sud de la Somme, et d'autre part au nord de la Somme, où il se trouve avec les Anglais, les Belges, qui vont faire défection, puisque la Belgique va capituler. Et alors, toutes ces armées du nord se retrouvent dans le réduit de Dunkerque, d'où, à partir duquel, les Anglais décident
d'abandonner, de quitter la France. Et c'est pendant plusieurs jours, justement, ce qui s'est passé à Dunkerque. Jean-Pierre Richardot, nos alliés britanniques nous abandonnent. Alors, nos alliés britanniques nous abandonnent, on peut le constater dès le 20 mai, mais dès le 17-18, le grand patron du corps expéditionnaire britannique, la BIF, Lord Gort, au fond, décroche. Et Lord Gort, le raisonnement de Lord Gort, moins de 8 jours après le début de la bataille, est le suivant. Les Français ne sont pas des gens sérieux. Ils nous ont fait croire qu'ils tiendraient le coup. Ils n'ont pas tenu compte des informations de leurs services de renseignement. Nous ne pouvons pas compter sur les Français. Nous laissons tomber les Français. Et il y a eu le sentiment dans la marine française, dans l'aviation, dans l'armée de terre française, il y a eu le sentiment que les Anglais laissaient tomber la France. Et ce sentiment est tout à fait fondé. Les Anglais ne voulant pas que leur corps expéditionnaire en France se fasse entièrement capturer, d'où ce départ de Dunkerque, départ d'ailleurs qui a été considérable, puisqu'au total 338 000 hommes, dont 120 000 Français, vont quitter Dunkerque pour se rendre en Angleterre. Mais ça a été possible grâce à une autre bataille dont personne ne parle aujourd'hui, un peu comme celle de Stonne dont nous parlions à l'instant, c'est la résistance des Français à Lille. Oui, c'est la résistance des Français dans l'agglomération de Lille. Et qui bloque ainsi une partie des forces allemandes. Tout à fait. Les Français, dans la bataille de Lille, au Bourdin, Lambersart et les autres banlieues de Lille, les Français bloquent les forces allemandes, 7 divisions allemandes, et cette bataille de Lille, totalement inconnue en France, n'a pas eu une grande importance. C'était pas très important. Ça a permis simplement, cette bataille de Lille, d'Abbeville et de Dunkerque, mais surtout de Lille, de permettre au Royaume-Uni de poursuivre le combat. Sans Lille, qui est une sorte de Verdun de la Deuxième Guerre mondiale, le Royaume-Uni n'aurait pas pu continuer le combat. Vous citez à la fin de votre livre cette phrase du prince Charles d'Angleterre, du prince Charles d'aujourd'hui, en visite dans le nord de la France, et qui disait « Sans Dunkerque, sans les combats livrés par les Français et les Britanniques, il n'y aurait pas eu de 6 juin 1944. » Autrement dit, sans cette résistance, entre autres, à Lille, les chances du succès des Anglais, qui se retrouvent à ce moment-là, qui vont se retrouver bientôt les seuls à se battre contre les Allemands, eh bien, auraient été diminuées. Alors, cela dit... Juste un mot. Oui. Sur Lille, mon informateur et l'informateur de tout le monde, celui qui donne une place éminente à Lille, c'est un certain petit employé de Sa Majesté britannique, à moitié américain. Il s'appelle Winston Churchill. Oui. Alors, l'évacuation donc de Dunkerque est achevée le 3 juin, tandis que 3 jours plus tard, Paul Reynaud veut croire encore que malgré la défection des Belges, donc qui ont capitulé le 28 mai, et malgré le départ des Anglais à Dunkerque, eh bien, la victoire est encore possible. Ici, Radio Journal de France. Monsieur Paul Reynaud, président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre, vous parle. Nous savions que les jours sombres viendraient. Ils sont venus. La France a été envahie 100 fois et jamais abattue. C'est à travers les épreuves qui nous attendent que se forgera l'âme nouvelle de la France, qui la fera plus grande que jamais. Notre foi dans la victoire est intacte. Les forces de chaque soldat, de chaque Français, de chaque Française sont décuplées. Le malheur a toujours grandi la France. Jamais elle n'a été plus unanime qu'aujourd'hui. Sur la nouvelle ligne que vient d'établir notre grand chef, Pégan, en plein accord avec le maréchal Pétain, sur la Somme et sur l'Aisne, nous tiendrons. Et parce que nous aurons tenu, nous vaincrons. Et c'était le chef du gouvernement français, Paul Reynaud, le 6 juin 1940. Il vient, entre parenthèses, le jour même de faire entrer le colonel de Gaulle, il est encore colonel dans son gouvernement. Mais à cette époque-là, et malgré ce que l'on vient d'entendre, vous dites, Jean-Pierre Richardot, que Reynaud ne croit déjà plus à la possibilité d'empêcher les Allemands de gagner. Le document que nous venons d'entendre est l'allocution d'un menteur. C'est un menteur que le chef du gouvernement de la France. Par la suite, il a écrit, bien après, à un journaliste américain, dès 8 jours après la bataille, dès le 18, au moment où je fais venir le maréchal Pétain et le général Weygand, ce que je souhaite, c'est une défaite honorable.
Cet homme qui vient de nous parler de victoire ne croit pas à la victoire. Oui, mais il ne peut pas dire le contraire. Il a Oui. une opinion publique qu'il faut ménager. Il faut, même s'il le sait, c'est difficile, parce qu'une fois qu'on est sur la Somme, une fois les Anglais partis à Dunkerque, une fois les Belges ayant capitulé, eh bien, il est évident que les forces françaises sont surclassées par les forces allemandes. D'ailleurs, la barrière, entre guillemets, de la Somme ne va pas tenir longtemps. Ce qu'il y a d'extraordinaire quand même, Jean-Pierre Richardot, c'est que au lieu de tenter de tenir sur la Somme ce nouveau front qu'il avait créé, Weygand, en fait, s'intéresse moins au combat qu'il faut encore livrer contre les Allemands qu'à la défense de Paris, non pas contre une possibilité d'invasion allemande, mais contre une hypothétique commune de Paris, c'est-à-dire un soulèvement communiste. Et il va mobiliser une armée entière pour empêcher un soulèvement communiste dans Paris, alors qu'on est en pleine lutte contre les Allemands, Jean-Pierre Richardot. C'est ahurissant. Depuis des années, et surtout depuis le Front populaire, l'état-major français et les milieux ultra-conservateurs français, ce qui est un peu la même chose, car l'état-major était très lié au Czar, à la cagoule, sauf les francs-maçons. Mais les gens de la cagoule étaient majoritaires, semble-t-il, dans l'état-major, notamment autour de Pétain. Ils ont tellement peur du Front populaire qu'ils pensent que le Front populaire va créer une république soviétique en France. Je rappelle au passage que le Front populaire est un mouvement centriste, modéré, qui veut simplement rattraper le retard social de la France par rapport à l'Angleterre et à l'Amérique. En tout cas, cette révolution communiste, entre guillemets, n'a évidemment pas C'est lieu. une rigolade. Le véritable danger, c'était les Allemands qui entrent à Paris, déclarés ville ouverte le 14 juin, tandis que le gouvernement Paul Reynaud quitte Paris pour se rendre à Bordeaux. On continue de se battre, d'ailleurs, dans l'armée. Les cadets de Saumur qui tiennent la Loire à Saumur face aux Allemands. Il y a sur les lignes Maginot des combats qui se mènent alors qu'elle est prise à revers par l'armée allemande. Sur les Alpes également contre les Italiens qui sont entrés en guerre. Tandis qu'à Bordeaux, eh bien, Reynaud, finalement découragé, démissionne, remplacé le 16 juin par le maréchal Pétain qui, dès le lendemain, demande à l'armée française de cesser le combat. Ici, radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Et c'était Pétain s'adressant aux Français le 17 juin 40, un message dont on a retenu surtout la phrase « J'ai fait à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur », mais on oublie qu'en 10 ans à l'avance, en demandant aux soldats français de cesser le combat, alors que l'armistice n'est même pas signé, il va livrer 1 800 000 prisonniers français aux Allemands. Et puis il admet la défaite. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose que la guerre se poursuive ailleurs qu'en France? Vous vous rappelez, Jean-Pierre Richardot, qu'il y avait autant de soldats en Afrique du Nord qui étaient prêts à se battre qu'il n'y avait de soldats britanniques en Angleterre. Oh, il y en avait plus, même. Il y en avait plus, il y avait 600 avions, et le général commandant en chef de Noguès, qui par la suite a soutenu Pétain, qui est un très bon témoin, dit qu'il y avait tous les moyens de poursuivre le combat. Il commandait en Afrique du Nord. Mais les grands généraux français ont profité des difficultés de l'armée française pour livrer leurs troupes à l'ennemi et contraindre le gouvernement de la République à l'armistice. Jamais le peuple français n'a appelé Pétain. Ce sont les militaires qui ont poussé le maréchal Pétain au gouvernement de la France et qui ont détruit la République. C'était une émission du 11 mai 2009. Je rappelle que mon invité Jean-Pierre Richardot est l'auteur de 100 000 morts oubliés, la bataille de France, publié aux éditions du Cherche-Midi. À lire également 2 livres de Dominique Lormier, Comme des lions, le sacrifice héroïque de l'armée française, édité chez Calman Lévy, et La bataille de France, jour après jour, publié au Cherche-Midi. Et puis 2 autres livres, Ils se sont battus, mai-juin 40, photos et témoignages inédits de la bataille de France, de Christophe Dutrône, publié aux éditions Toucan, et
Mai-juin 40, défaite française, victoire allemande, dirigée par Maurice Weiss et publiée chez Autrement. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1940, issue du journal de votre année, et disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Je signale enfin la diffusion du documentaire 39-40, La guerre des images, de Jean-Christophe Rosé, diffusé ce soir sur Arte à 20h35. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Bertrand Durand, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Frédéric Martin. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne Hirsch-Kobilac.